La Pologne multiplie les contrats d'armement. Avec la Corée du Sud, 1000 chars d'assaut, 50 avions de chasse, près de 300 lance-roquettes. En plus des commandes américaines, avec des centaines de chars notamment. La Pologne a signé un contrat avec le géant américain de l'armement Raytheon pour l'achat de 48 lanceurs Patriot. L'Allemagne privilégie les États-Unis à ses voisins européens. Pour renouveler sa flotte vieillissante, le gouvernement a choisi de miser sur les F-35 furtifs américains. The Dutch Air Force has decided they're going to buy 9 more Lockheed Martin F-35s. Is that other countries are also relying on this program. They've invested in this program. Norway, Canada, Italy, most recently Israel and Japan. Mais stratégiquement, elle va à contrario des intérêts européens. Voici des Apaches. Varsovie vient d'acheter cette semaine 96 appareils à l'américain Boeing pour une somme qui dépasse les 9 milliards d'euros. Avec cette acquisition, la Pologne devient le plus grand utilisateur de ces hélicoptères dans le monde, juste après les États-Unis, au détriment de l'Europe de la défense. Face à un monde multipolaire, à l'exacerbation des tensions régionales, aux ambitions des puissances, à un réarmement généralisé et au retour de la guerre sur le sol européen, l'Europe se doit de se doter d'une force de dissuasion conventionnelle pour se prémunir de conflits potentiels à venir. Cette force conventionnelle doit avoir deux dimensions. La première est la force opérationnelle. La seconde est la force capacitaire ou capacité de production en matière d'équipement de défense. Il ne s'agit pas d'un potentiel présumé, c'est-à-dire pouvant théoriquement être atteint dans quelques années, mais d'une capacité effective qui est censée jouer un rôle de dissuasion, en plus de fournir les armées. Mais l'enjeu, bien entendu, est que la dimension opérationnelle de la dissuasion conventionnelle ne se troque pas contre une dépendance étrangère, sans quoi la dimension capacitaire ne peut être acquise. Sinon, pour qui la BITD, la base industrielle et technologique de défense, produirait-elle ? Autrement dit, la souveraineté des équipements qui composent une armée est une condition préalable à la souveraineté de la BITD. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, disait De Gaulle. Or, les intérêts des États-Unis sont bien de maintenir une dépendance européenne matérielle, en parallèle d'un certain désengagement physique d'Europe pour un recentrage sur l'Indo-Pacifique, et de financer leur industrie de l'armement. Pourtant, les intérêts de l'Europe sont bien différents, puisqu'ils répondent à un environnement géostratégique spécifique. Il s'agit dans cette vidéo de comprendre quelles sont les raisons et les effets structurels qui puissent expliquer cette addiction croissante à l'armement américain, alors que cela ne permet pas de répondre aux besoins de sécurité, de dissuasion, de liberté d'action et de puissance de l'Europe. L'Europe ne dispose pas d'une vraie BITD européenne unifiée. Son potentiel est sous-exploité par rapport au poids économique que représente l'Europe. Cela aboutit à deux conséquences. La première d'entre elles est que les BITD nationales restent cloisonnées et les États membres poursuivent des politiques différentes en matière de défense. La deuxième conséquence est que les États membres se trouvent impuissants face à la concurrence américaine principalement, mais sud-coréenne de plus en plus également. Désunis, les États européens subissent cette concurrence qui maintient cette BITDE sous-développée. Le but est de comprendre ainsi pourquoi cette BITDE reste amorphe, et en particulier, comment se fait-il que les États-Unis restent le principal pourvoyeur d'armes importées en Europe. Début 2024, le département d'État américain avait déclaré que le montant total des exportations d'équipements militaires américains avait atteint un chiffre record sur 2023, avec un total de 238 milliards de dollars, c'est-à-dire 16% de plus par rapport à 2022. Cette progression s'explique par la forte hausse de 56% des commandes passées via la procédure FMS, ou Foreign Military Sales. Ce montant a en effet dépassé les 80 milliards de dollars. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, et jusqu'en juin 2023, 78% des commandes d'armement de l'Union européenne ont été passées à des acteurs non européens, dont 63% aux États-Unis. En clair, les membres de l'UE achètent 3 fois plus d'armement aux États-Unis qu'aux Européens eux-mêmes.
La France elle-même ne compte que pour 2,5% des ventes à l'UE, alors qu'elle pèse 11% des exportations au niveau mondial. La très grande majorité, 95% des commandes aux États-Unis, se font via des contrats FMS que nous verrons plus tard. Nous pouvons donner 2 exemples récents qui montrent les volumes que les pays de l'UE achètent aux USA. En août dernier, l'Allemagne a fait savoir son intention d'acheter 600 missiles Patriot PAC-3 MSE pour un montant de 5 milliards de dollars. Et en septembre dernier, le département d'État des États-Unis a approuvé la vente de 32 F-35A à la Roumanie pour 7,2 milliards d'euros. La Roumanie est le pays de l'Union européenne par excellence qui ne jure que par les États-Unis en matière d'armement, quelles que soient les alternatives européennes. La Pologne est sans doute le cas le plus saillant en Europe. Récemment, la Pologne a enchaîné les commandes de très gros volumes d'équipements militaires, principalement auprès des États-Unis et de la Corée du Sud. La Pologne achète à la fois plus que la moyenne européenne aux pays étrangers, mais achète plus aux États-Unis également. En effet, 80% de ses achats d'armement se font hors de l'UE, et 80% d'entre eux se font aux USA. Selon le CIPRI, la Pologne a augmenté ses dépenses militaires de 95% entre 2013 et 2022. Actuellement à 4%, la Pologne envisage de porter le budget de la défense à 5% du PIB en 2025. Parmi de nombreuses commandes polonaises passées aux États-Unis, nous pouvons dresser une liste non exhaustive d'exemples parlants. La Pologne a signé en février dernier un accord de plus de 2,5 milliards de dollars avec les États-Unis pour la livraison d'un système de commandement intégré de défense antiaérienne et antimissiles. La Pologne a confirmé en août l'achat de 96 AH-64E Apache Guardian pour 10 milliards de dollars, soit 9 milliards d'euros, dont probablement 1844 missiles anti-chars Hellfire, 460 missiles anti-chars à guidage laser, 508 missiles antiaériens Stinger et 7650 roquettes à guidage laser. La Pologne a récemment passé une méga commande aux États-Unis de 1800 missiles pour environ 3,68 milliards de dollars, soit 3,3 milliards d'euros, comprenant 232 missiles RR AIM-9X Sidewinder Block 2, 745 missiles RR AIM-120C8 AMRAAM, et environ 821 missiles de croisière air-sol AGM-158B2 JA2SMER. Tout récemment, la Pologne a commandé 48 lanceurs de missiles Patriot M903 pour environ 1,23 milliard de dollars. La Pologne s'apprête donc à devenir, si ça n'est pas déjà encore le cas, la plus grande armée conventionnelle d'Europe. Cependant, le pays manque de moyens financiers et a alors recours aux prêts que les États-Unis accordent volontiers. Récemment, un prêt de 2 milliards de dollars américains en faveur de la Pologne a été annoncé. Ce prêt est censé permettre à la Pologne d'acheter des équipements de défense supplémentaires aux États-Unis et ainsi soutenir davantage l'emploi aux États-Unis à l'approfondissement des relations en matière de sécurité. Le souci est que la Pologne a des ambitions au-dessus de ses moyens et que ce système de prêt n'est pas viable à terme. En 2022, la Pologne a passé un gigantesque contrat de 13,7 milliards de dollars à la Corée du Sud, comprenant 1000 chars de combat K2, 600 canons automoteurs K9 et 48 avions de combat FA-50. La Pologne a également commandé à la Corée du Sud 300 lance-roquettes multiples coréens K239. En 2023, les budgets de la défense des 31 membres de l'OTAN a atteint 1341 milliards de dollars, soit 55% des dépenses militaires mondiales. La plupart des États européens membres de l'OTAN ont augmenté leurs dépenses militaires. Leur part combinée dans le total des dépenses de l'OTAN est de 28%, la plus élevée depuis une décennie. La part des dépenses des États-Unis parmi les membres de l'OTAN est de 68%, avec 916 milliards de dollars, en hausse de 2,3%. Les 2% de PIB d'objectifs demandés par l'OTAN, engagement d'il y a 10 ans suite à l'invasion russe de la Crimée,
était autrefois considéré comme trop élevé, mais il devient aujourd'hui une norme que les membres ont atteint ou devraient atteindre prochainement. L'an dernier, 11 des 31 membres de l'OTAN ont atteint ou dépassé ce niveau en 2023, et ils seront une vingtaine en 2024. Les dépenses militaires de l'Europe centrale et de l'Ouest ont augmenté de 10% entre 2022 et 2023 pour atteindre 407 milliards de dollars, soit 17% au niveau mondial. L'Union européenne a dépensé 300 milliards d'euros en 2023, soit 11% d'augmentation par rapport à 2022. Il est possible de mesurer l'achat d'armement des pays membres auprès des États-Unis. Déjà, entre 2016 et 2020, les contrats FMS représentaient 70 milliards d'euros. Les principaux pays étant la Pologne avec 19 milliards d'euros, le Royaume-Uni avec 11 milliards, la Belgique avec 7 milliards, la Roumanie avec 5 milliards et l'Allemagne avec 5 milliards également. Le secteur aéronautique est très fortement affecté par la concurrence américaine, avec la vente du F-35 notamment. Les principales raisons étant la pression politique et le système d'intégration multiscalaire dans le programme F-35 de plusieurs pays, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Turquie, etc. En 2035, près de la moitié des avions de chasse en Europe auront été construits par la seule firme américaine Lockheed Martin. Concernant les missiles, mis à part les marchés domestiques de MBDA, c'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, le marché de l'Union européenne est capté à 75% par les États-Unis. Dans le secteur naval, la concurrence des entreprises américaines est moins présente du fait de la saturation des capacités de production américaines par rapport à leurs propres besoins, mais aussi du fait de l'atomisation des entreprises européennes et leur cloisonnement. Nombreux sont les pays disposant d'un constructeur national à qui on confie l'essentiel de la production de la flotte. Le secteur terrestre souffre aussi d'une atomisation des entreprises et dispose d'une gamme d'équipements technologiquement accessibles à un plus grand nombre de pays. En réalité, le programme américain FMS, ou Foreign Military Sales, ainsi que la directive européenne 2009-81-CE du 31 juillet 2009, ne sont que les deux faces d'une même pièce. Pour résumer grossièrement, le programme FMS incite à acheter américain, tandis que la directive européenne n'interdit pas dans les faits. Cette directive a pour but d'appliquer au marché européen des équipements de défense les mêmes règles que les autres marchés publics. Elle vise à mettre en concurrence les entreprises de défense dans l'achat d'armement. Dans l'absolu, c'est une initiative qui devrait favoriser les entreprises de défense européennes, puisqu'elles sont compétitives en termes de prix et de technologie, face aux équipements américains notamment. Notons que cette directive a été négociée sous l'égide de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2008. Sauf que cette directive a depuis très peu été appliquée. La plupart des grands contrats d'armement sont négociés hors de toute publicité et de mise en concurrence des gouvernements et ou entreprises. 95% des achats de l'UE aux États-Unis depuis 2022 se font via la procédure dite FMS, qui permettent ainsi aux pays contractants de s'exonérer de la directive. La procédure FMS permet de négocier l'achat d'armement d'État à État, alors que la directive européenne vise justement à mettre en concurrence les acteurs du marché de l'armement. À travers le programme FMS, les États négocient avec la DSCA, la Defense Security Cooperation Agency, agence rattachée au département de la Défense, lui-même rattaché au gouvernement fédéral américain. Les États font une demande pour un contrat sur la base de volumes généralement supérieurs à ce dont ils ont besoin, puis la DSCA émet un avis, dans la très grande majorité favorable pour le Congrès, qui lui approuve ou non la vente. L'utilisation massive de l'article 346 du TFUE a permis aux pays de s'extraire de l'harmonisation des règles, de la transparence et de la mise en concurrence. Les marchés de la défense des pays européens, déjà atomisés entre eux depuis la guerre froide, sont restés cloisonnés. Cela a donc empêché la constitution d'un véritable marché intérieur de la défense, qui génère à la fois l'essentiel de la demande et de l'offre. Au contraire,
les États-Unis disposent d'un gigantesque marché national unifié, dont les entreprises sont puissantes et complémentaires, permettant de réaliser des économies d'échelle et une efficacité des investissements publics. Dans d'autres cas plus spécifiques, comme en Allemagne, la directive est contournée. L'Allemagne possède plusieurs acteurs pour chaque segment de marché de la défense. TKMS, German Naval Yards pour ce qui est des chantiers navals militaires, et KMW et Rheinmetall pour ce qui est des constructeurs de chars et de véhicules blindés par exemple. Ces entreprises, qui bénéficient de forts soutiens politiques au niveau local, peuvent être mises en concurrence par le gouvernement. Mais il s'agit d'une concurrence 100% nationale, ce qui ne correspond pas aux exigences de la directive européenne. Par ailleurs, les offsets, pourtant interdits, sauf s'ils touchent aux intérêts essentiels de la sécurité nationale, persistent et nuisent à la formation de la BITD européenne. Rappelons que les offsets sont une partie du montant d'un contrat que le fournisseur s'engage à réinvestir dans l'économie locale de l'acheteur. Le problème étant que si les offsets permettent de faire remporter des contrats par d'autres États membres, ils garantissent la création d'emplois, la montée de compétences, des transferts de technologies, parfois chez le pays acheteur, ils ne suffisent pas. Concrètement, il peut s'agir de créer une joint venture avec une entreprise locale pour la production d'armement. Les offsets ne suffisent pas en effet, puisque certains États comme la Roumanie imposent des offsets aux pays européens, mais achètent à tour de bras aux États-Unis sans même leur demander d'offset. Donc même si les offsets ne sont pas une mauvaise chose en soi, ils nuisent gravement à la compétitivité des entreprises européennes quand ils sont imposés à géométrie variable. Deux facteurs ont été oubliés par la directive européenne. L'article 346 du TFUE permet de s'extraire de cette directive qui elle-même est non contraignante de facto. En effet, cet article donne un droit d'exemption des États membres à cette directive quand leurs intérêts essentiels en matière de sécurité est menacé. Et qui d'autre que les États membres pour eux-mêmes juger de cette menace ? Pour une partie des États membres, la sécurité nationale repose sur la solidité du partenariat avec les États-Unis d'Amérique, dont sur les contrats FMS passés avec eux en somme. Le deuxième facteur est le suivant. Les États, quand il s'agit de fournir des équipements d'armement, ne raisonnent pas comme des acteurs économiques traditionnels. Économiquement, les États sont irrationnels parce qu'ils mettent en jeu d'autres facteurs, comme ceux diplomatiques et stratégiques. La directive impose une concurrence entre les entreprises européennes, mais pas de réciprocité pour celles hors UE. On peut ainsi trouver trois raisons pour lesquelles les États cherchent à s'extirper de la mise en concurrence et de la publicité des contrats d'armement. La première concerne les États qui sont dotés d'une BITD, et ils cherchent ainsi à la préserver d'une concurrence qui ne pourrait que lui nuire, et ce pour des raisons d'autonomie stratégique. C'est le cas de la France par exemple, a fortiori pour les grands projets d'armement. La deuxième raison concerne les États dépourvus de vrais BITD, et dont la politique de défense et de sécurité repose essentiellement sur le partenariat américain. Ainsi, pour se nourrir de ce partenariat, la concurrence n'a plus lieu d'être, et ils se tournent vers le programme FMS. La troisième raison rejoint la précédente. Les États ayant une faible BITD n'ont pas les compétences pour arbitrer efficacement une mise en concurrence et une compétition des équipements. Cela entraîne des retards et ils s'exposent à des recours juridiques. Dans le cas où ils optent pour la procédure FMS, tout est simplifié. La sécurité juridique, la rapidité, la qualité des équipements, etc. La concurrence n'a donc pas été efficace pour favoriser l'achat d'armement européen par les pays de l'Union européenne, et n'a donc pas permis de faire émerger une BITD européenne plus puissante. C'est pourquoi en 2016, une relance post-Brexit sur la question a réorienté les moyens d'y parvenir, en se basant sur la coopération. Les outils mis en œuvre, on peut en entendre parler aujourd'hui. Il s'agit de l'EACD, l'examen annuel coordonné en matière de défense, du FEDEF, le Fonds européen de la défense, et de la CSP, la coopération structurée permanente. Ainsi, pouvons-nous envisager des pistes de réflexion sur comment changer les choses ?
nous avons vu qu'au niveau législatif et institutionnel, les mesures ont été inefficaces à cause du droit d'exemption de l'article 346 du TFUE et de l'impuissance en termes de contrôle des institutions, la Commission et la Cour européenne de justice. La multiplication des initiatives de coopération est une autre approche que celle de la mise en concurrence. Elle vise à renforcer la BITD européenne, non pas par la demande comme la directive était censée le faire, mais par l'offre. La concurrence en aval de la production d'un armement produit en commun est logiquement impertinente puisque le produit développé par les pays correspond nécessairement à leurs besoins. Le FEDEF requiert par ailleurs à ses membres l'obligation d'acheter le produit qu'ils ont produit en commun. Cependant, une concurrence en amont de la production au moment de désigner les entreprises qui pourront au passage bénéficier de financements européens sera toujours nécessaire. La piste de la coopération fondée sur la bonne volonté des États semble ainsi intéressante et va certainement dans la bonne direction, mais ne suffit clairement pas. La solution ne peut donc d'abord provenir qu'au niveau politique, et donc d'une vision stratégique commune de l'Europe. Concrètement, les États devraient intégrer 3 composantes dans cette vision stratégique. L'Europe est vulnérable. Les dividendes de la paix relèvent du passé, la guerre conventionnelle avec la guerre en Ukraine reste toujours une réalité sur le continent qui par ailleurs est cible de la guerre hybride. L'Europe est insuffisamment équipée et surtout industriellement impréparée. Les États-Unis ne sont ni une garantie ultime, ni une garantie perpétuelle. Le désengagement physique américain en Europe est inévitable à terme, comme cela s'est produit au Grand Moyen-Orient, au profit d'un basculement asiatique centré sur l'Asie. La guerre en Ukraine ne fait que retarder ce pivot, qui sera accentué par une arrivée au pouvoir de Trump. S'il existe bien une continuité dans la politique de Trump et Biden dans le containment chinois, Trump est lui bien plus favorable à une implication plus massive des pays membres de l'UE dans l'OTAN, donc in fine de leur autonomie de ce point de vue-là. Et que penser de la simple idée du retrait du parapluie nucléaire américain de certains pays d'Europe ? On pense bien évidemment aux membres du partage nucléaire, où les États-Unis leur imposent le F-35 comme seul vecteur pouvant porter leurs bombes nucléaires, mais on pense également aux pays d'Europe de l'Est, pour qui la présence militaire américaine à travers l'OTAN égale à couverture nucléaire. C'est pourquoi l'idée de dimension européenne du nucléaire français, mais seulement sur le modèle du partage nucléaire, c'est-à-dire une gestion et une autonomie de décision 100% française, dans le seul but de se substituer au modèle américain, mérite d'être discutée. La troisième composante de cette vision stratégique, l'Europe a les moyens et le potentiel de se forger une puissance, d'assurer sa propre défense et de disposer d'une forte BITD. Faut-il encore qu'elle le veuille ? Avec une telle vision stratégique, l'Europe doit pouvoir viser 2 niveaux d'objectifs. 1. Mettre en œuvre un marché européen de la défense réellement concurrentiel entre pays membres et pays non membres. Et 2. Favoriser une préférence européenne à travers la coopération par exemple. Cette préférence européenne est totalement justifiée par le fait que chaque acteur poursuit ses intérêts. États-Unis, Inde, Chine, Japon, Corée du Sud. Et il se trouve que l'Europe aussi a des intérêts à défendre, en ayant un esprit de préférence régionale. La préférence européenne est certes déjà permise par la directive, mais il faut désormais qu'elle soit encouragée par des mesures incitatives. Bien entendu, des exceptions à la publicité et à la mise en concurrence doivent pouvoir se faire. Par exemple, on ne peut pas imaginer que le futur porte-avions de nouvelle génération français soit assemblé par un constructeur naval allemand en lieu et place de Naval Group et des chantiers de l'Atlantique, sous prétexte qu'il aurait une meilleure offre. C'est pourquoi doivent être permises des exceptions qui relèvent de la sécurité essentielle et de la souveraineté des États membres, exceptions devant être justifiées et contrôlées. Mais ces exceptions de sécurité ne devraient en aucun cas se justifier par le prétexte d'un partenariat exclusif avec un autre pays. C'est pourquoi, comme tous les projets d'armement d'un pays ne peuvent être confiés uniquement à des acteurs nationaux, les coopérations, à savoir le partage des tâches, le consortium, le joint venture, des systèmes de coopération, semblent être un bon compromis.
Précisons qu'il est préférable que ces coopérations soient resserrées plutôt qu'élargies quand il s'agit de la co-conception ou de la co-construction, afin d'éviter les délais à rallonge, les désaccords et les surcoûts. En effet, selon une règle générale pour la coopération, le coût d'un projet est multiplié par la racine carrée du nombre de participants. De la même façon, on pourrait très bien dire que la quantité de désaccords correspond à l'exponentielle du nombre de participants. Le secteur de l'armement dans l'Union européenne est un secteur atomisé entre de multiples acteurs nationaux. Il est constitué de marchés publics cloisonnés. Les produits sont dupliqués et la compétitivité est moindre à l'export. Il ne peut donc pas y avoir d'économie d'échelle massive et de l'innovation est moins importante. Mais finalement, le marché de la défense n'est pas réellement un marché. Les États qui forment la demande sont en situation de monopsone, c'est-à-dire qu'un seul demandeur dispose face à lui de plusieurs offreurs et dispose de ce fait d'un pouvoir de marché. L'État peut dicter ses exigences, des offsets ou une joint venture par exemple, et l'État peut même se retrouver actionnaire, majoritaire ou partiel, de ces entreprises. Enfin, le prix est loin d'être un critère aussi déterminant que dans un marché classique. L'erreur a donc été de considérer le marché européen de la défense comme un marché traditionnel. La directive 2009/81/CE voulait justement y appliquer les mêmes règles que dans les autres marchés publics européens. Avant de vouloir innover à coup de directives et de législation, c'est d'abord la vision stratégique qu'il faut changer et définir les besoins communs pour chaque secteur. Et c'est seulement ensuite que l'Europe pourra penser à s'armer d'un arsenal législatif comme un Buy European Act, à l'image du Buy American Act, et une harmonisation des règles en matière d'exportation. L'une des étapes à la constitution de la BITD européenne est le courage que les États membres auront de réduire le lien qu'ils entretiennent, parfois depuis longtemps, avec les États-Unis, quitte à subir la rétorsion américaine via l'OTAN ou via leurs partenariats commerciaux. C'est à eux d'assumer qu'ils ont des intérêts propres à défendre et qu'ils passeront nécessairement à terme par ceux d'une Europe plus puissante. Enfin, prenons un exemple révélateur avec le cas du FA-50 Golden Eagle en Bulgarie. Une proposition du groupe KAI, Korea Aerospace Industries, a été faite à la Bulgarie pour lui fournir à son chasseur léger FA-50 Golden Eagle. Les États-Unis ne pouvant pas fournir les F-16 Viper avant 2027, la France ne pouvant vendre des Mirage 2000-5 et le Gripen n'étant apparemment plus dans les papiers, le Golden Eagle sud-coréen, un appareil fortement inspiré du F-16, pourrait très probablement atterrir en Bulgarie pour remplacer en urgence les MiG-29 vieillissants. Si cela se confirme, cet épisode illustre une lacune dans l'industrie européenne à export. Elle n'est aujourd'hui pas en capacité de fournir les pays du continent en chasseurs performants, mais pour des budgets limités et des délais raccourcis. Les États-Unis arrivent à imposer leurs avions de chasse d'une manière générale selon deux options. Soit ils parviennent à vendre du F-35 pour des pays au budget non dimensionné pour, trop petits, en jouant sur leur influence par différents moyens de pression. Parfois, des pays se trouvent intégrés selon différents niveaux dans le processus industriel du programme F-35. Soit ils arrivent à fournir des appareils à des prix plus abordables, comme le F-16, et dans des délais raisonnables grâce à l'abondance de ces appareils neufs ou d'occasion. Le Gripen, quant à lui, ne s'est pas révélé comme étant l'appareil providentiel pour l'exportation de chasseurs en Europe. En effet, s'il s'agit bien d'un avion multirôle léger, alliant performance opérationnelle et efficacité économique, il a échoué à s'imposer dans de nombreux pays européens ces 25 dernières années et reste trop dépendant de la bonne volonté des Britanniques et des Américains.